Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres Haïti Télévision M. Khosrow Behramandi, artiste multidisciplinaire d'origine iranienne. M. Khosrow a d'abord étudié les arts visuels à l'Université Concordia à Montréal, puis à l'Université Paris 8. Artiste prolifique de renom, il a réalisé plus de 50 expositions collectives et individuelles à ce jour, dans le cadre de projets réalisés au Canada, en Europe et aux États-Unis. Il est également le directeur artistique de Festival Accès Asie, un événement montréalais qui honore le mois du patrimoine asiatique au Canada au mois de mai et célèbre les arts et les cultures asiatiques grâce à la contribution de diverses communautés asiatiques et de leurs artistes. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je souhaite la bienvenue parmi nous, Khosrow. Oui, bonjour cher Kamal, merci énormément pour m'inviter, ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux, pareillement, dire qu'on a été très persévérant. Finalement, nous vous avons avec nous chez Art et Lettres Haïti Télévision pour discuter non seulement avec vous là, mais concernant aussi le festival Accès Asie. On va parler d'abord de vous et votre approche artistique, un artiste multidisciplinaire. Concernant cette approche, j'aime bien cette description, comme quoi vous incarnez une singularité microcosmique dérivée d'une mythologie personnelle faisant écho à l'approche picturale de l'iconographie de la peinture miniature indo-iranienne du XIIe siècle. C'est très représentatif. Alors, est-ce que justement la peinture justement indo-iranienne a toujours été votre référence artistique? Non, en fait, pour mettre un petit peu dans le contexte, l'idée d'aller vers le art, en fait, pour moi, c'était un désir qui a grandi depuis une trentaine d'années. C'était à l'époque à cause des changements politiques dans mon pays, en Iran, la révolution islamique et tout ça. J'ai quitté l'Iran à cause de la guerre qui a commencé entre l'Iran et l'Irak. Donc, comme un réfugié, je suis allé vers les pays occidentaux. Donc, j'ai allé en Europe d'abord, en Italie, et d'Italie, je suis venu au Canada. Dans ce passage, en même temps, en laissant un petit peu de certaines idéologies qui m'ont encouragé à ce moment donné-là, dans mon jeunesse, de regarder le monde d'un point de vue assez spécifique et limité selon cette idéologie et tout ça. À cette époque-là, j'étais un gauchiste. Être dans le côté gauche, c'était assez aussi populaire, surtout dans le Moyen-Orient aussi, malgré que maintenant les gens pensent que le Moyen-Orient, c'est une région plus religieuse, mais il y avait époque aussi qui d'autres points de vue aussi, il était bienvenu, surtout le marxisme, le léninisme et tout ça. Oui. Mais en tout cas, tous pour dire que ce passage aussi de laisser le pays derrière, de laisser la famille derrière, et tout ça sans volonté, parce que c'était encore à cause de troubles que j'ai vécu dans ce moment-là. J'avais besoin d'une place où je pouvais m'accrocher, où je pouvais me revoir, me recommencer. Et là, l'art, c'était la première chose qui est venue envers de moi. Pour ça, j'ai commencé à faire la peinture en début des années 80, là où j'étais déjà au Canada. J'ai passé à travers l'Europe, donc la Turquie, après l'Italie. Et finalement, je suis venu au Canada comme un réfugié le mois de mai 1983. Et là, après quelques temps, j'ai commencé à réfléchir et essayer de trouver moi-même. J'étais aussi bien dérangé à cause des changements radicaux dans ma vie personnelle aussi, laisser la famille, laisser les amis, perdre des amis et tout ça. Donc, c'était une période assez difficile. Mais tout ça, ça m'a amené vers le art, où je pouvais me trouver comme un lieu de refuge. Depuis que j'ai commencé ces années-là, 85, je crois que j'ai commencé à faire vraiment la peinture, j'ai trouvé toujours un lieu où je pouvais me retrouver, mais aussi un lieu que je trouvais en même temps
sans fin. Donc, de plus tu entres dedans, le plus vaste il devient le domaine de l'art. Et donc, cette idée, ça m'a encouragé d'aller apprendre plus en plus en plus. Et jusqu'à maintenant, je continue à découvrir. Donc, c'est pas quelque chose, pour moi, personnellement, que je maîtrise, que j'ai terminé, c'est un domaine que j'apprends. Bah oui, bah oui. Donc, mais justement, Khosrow, à quel point l'exil a modulé votre approche artistique? Est-ce que l'exil aide justement à s'approcher d'une certaine universalité? Oui, tout à fait, parce que l'Église, en même temps, c'est comme un détachement. Ce détachement aussi, ça fait un écho dans ma vie personnelle. L'écho, c'était dans un sens que quand tu te sens détaché de chez toi, en même temps, chez toi, c'est où? Sur cette terre. Cette terre aussi peut être détachée. Donc, pour moi, exil aussi, c'est comme quelque chose qu'on peut être exilé de la terre en même temps. Donc, d'avoir cet énorme espace en avant de nous, qu'on ne sait jamais à quel moment on commence, à quel moment on termine. L'idée, c'est énormément vaste. Et nous ne sommes pas, comme être humain, capables d'imaginer, ou peut-être imaginer, mais pour voir scientifiquement où ça termine, où ça commence. Donc, dans tout cet énorme espace, trouver une lieu pour s'accrocher. Pour moi, c'était l'art, c'était la peinture, mais à travers de ça aussi, j'ai commencé à apprendre beaucoup plus sur mon passé aussi, le passé culturel de mon pays et tout ça. Et c'est pour ça que mon approche, c'était un peu personnel, je ne faisais pas attention à ça, mais en fait, c'était d'autres amis, d'autres critiques qui m'en parlaient, qui étaient en relation entre mon travail, parce que j'étais en train d'entrer dans les détails. Dans le détail aussi, il y a un moment donné qui le détail prenait l'espace autant que l'image principale était perdue. Donc, c'était à ce moment donné-là qu'il y avait une attention alentour de moi qui ont fait référence à l'art miniature perse qui était aussi pratiqué pendant plusieurs siècles. Justement, dans ce détail, quand vous parlez, comme vous le dites, il y a une certaine recherche aussi d'une spiritualité, d'une dimension spirituelle, voire même une ascension spirituelle à travers donc, les formes que vous tentez de créer. On va relancer justement sur ce point. On va le faire après la pause publicitaire. Khosrow Beramendi est notre invité de ce jeudi. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, ce jeudi chez Art et Lettres, Khosrow Beramendi, directeur artistique du Festival Accès Asie, artiste multidisciplinaire, est notre invité d'aujourd'hui. J'aimerais rebondir, si vous permettez, sur ce point, Khosrow, le sens du détail qui exprime une certaine ascension spirituelle dans votre œuvre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans un sens, pour moi, le détail, quand j'ai entré dedans, je me sentais que je suis en train d'entrer dans les chairs de l'univers. Et là, quand tu entres dedans, par exemple, je sais pas, qu'on prend personnellement moi comme un sujet, mon visage, c'est plus important, mais tout ce qui construit mon visage, ça devient important. Donc, dans ce sens-là, j'entre plus en plus dans l'aspect de détail. Et ce détail aussi, pour moi, c'est un écho de tout ce qui se passe dans l'univers, parce que l'univers aussi, on ne peut pas voir, mais nous sommes la Terre comme une planète, c'est vraiment un peu de poussière dans l'univers. Donc, voir cette relation entre particularités et aussi sur ce qui est général, sur ce qui est visible. Donc, comme un artiste peintre, pour moi, le côté invisible, c'était un peu plus toujours intéressant que le côté visible. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Et je continue toujours. Oui, excellent. Voilà, c'était un peu mon approche. Voilà. Excellent. Vos engagements, c'est des engagements très intéressants, mais surtout au niveau du festival Accès Asie, un événement montréalais qui honore le mois du patrimoine asiatique du Canada. Ça se passe au mois de mai normalement.
Et ils célèbrent les arts culturels, les arts des cultures asiatiques grâce à la contribution, comme je venais de dire, de ces diverses communautés asiatiques. Khosrow, comment est venue l'idée d'abord de la création de ce festival? Parce qu'en parlant d'Asie, c'est plusieurs pays. C'est pas évident de rassembler tout un bassin, mais comment est venue déjà l'idée de vous dire, bon, on va créer un festival, mais on va voir comment on va, n'est-ce pas, insérer tout le monde? Oui, bon, l'idée de Festival Accès Asie, je vais encore donner un peu des anecdotes historiques aussi, parce que c'est très important de savoir ça. Donc, cette année, c'est notre 27e édition. 27e. Donc, voilà, le festival a été créé l'année 1995 à Montréal. Et à cette époque-là, moi, je n'étais pas parmi les dirigeants du festival. J'ai rejoint le festival deux années plus tard. Donc, l'idée, en fait, derrière le festival, le point de vue, la raison d'être du festival, c'était en fait offrir une plateforme à des artistes qui venaient d'ailleurs, en général, surtout dans notre cas à nous, des artistes asiatiques, de présenter et exprimer leur voix, leur identité, leur art. Parce qu'à ce moment donné-là, il y a 25 ans à Montréal, toujours une ville extraordinaire, mais il y avait beaucoup moins moyens pour les artistes qui venaient d'ailleurs, pas seulement de l'Asie, je parle de partout au monde, sauf les pays occidentaux, les Européens, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine et tout ça. Il n'y avait pas vraiment place pour présenter leur travail, sauf dans leur petite communauté et tout ça, mais professionnellement, il n'existait pas de place accordée à ces gens-là. Et là aussi, il y avait un manque de connaissances aussi dans la société. On ne savait pas vraiment ils sont qui, viennent d'où, font quoi, leur art. Je disais toujours ça comme un exemple. On allait dans une maison de la culture et demandait à un agent culturel, bah, moi je suis un artiste d'origine indienne et je vous présenter un concert de musique de sitar. Et là, la première question c'était c'est quoi sitar? Déjà. Magnifique instrument. Magnifique instrument, mais avec grande ouverture, mais quand même, les manques de connaissances aussi. Donc, ça prenait du temps, ça prenait des initiations, comme on a pris avec le Festival Accès Asie, d'offrir ce genre de rencontres, échanges, discussions, pour aussi offrir à des artistes, parce que la plupart des artistes, sachant que quand ils viennent de leur pays, dans leur propre pays, peut-être ils ont connu comme un artiste professionnel, mais dès qu'on arrive ailleurs, dans notre cas ici au Canada, à Montréal, on perd le statut professionnel, donc il faut commencer de zéro. Et là, la façon de faire les choses, c'est aussi différent. La façon de faire que moi, je faisais chez moi, c'est différent que c'est fait ici. Donc, il faut aussi une période d'apprentissage, d'adaptation. Donc, il y a une période d'encadrement, d'orientation et tout ça. Et là, le festival, je prenais ce rôle-là, ce rôle de devenir une plateforme, mais en même temps, une sorte de guide, une sorte d'encadrement, une sorte d'orientation, accompagnement pour les artistes qui venaient d'ailleurs, surtout à Montréal. C'est une ville bilingue, donc il y a des questions de langue aussi, ça devient très, très important. Donc, dans tous ces aspects-là, que le festival a pris un rôle, mais aussi ça prenait du temps pour qu'il grandisse et être efficace pour cette présentation. Donc, comme je disais, c'est notre 27e édition, donc c'est un chemin qu'on a pris qui était assez, des fois, c'est un long chemin. Difficile, oui, mais on avait toujours fait ça avec grand plaisir parce que le fait à la fin, c'était de célébrer le art et la culture, l'amitié, le rapprochement, des échanges, de se connaître. Nous avons appris autant de notre nouvelle société que la nouvelle société a appris de nous et ça va continuer toujours, ça s'arrête jamais, mais pour nous, c'était de promouvoir le dialogue, l'échange et aussi opportunité pour les artistes de présenter leurs offres. Et voilà, on voit le grand changement qu'on connaît depuis au moins une dizaine d'années, qui ça va beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Excellent. Alors justement, c'est très intéressant justement de parler de cette promotion de l'interculturalité, mais surtout, ce qui est remarquable dans ce festival, c'est que c'est toutes les disciplines confondues. On ne parle pas juste de cinéma, mais vous encouragez la littérature avec tous ces gens, vous encouragez d'autres disciplines.
en ouverture, non seulement, comme vous venez de le dire, vers le pays de l'Asie, mais vers d'autres pays, dans le but justement d'encourager l'échange et le dialogue. C'est sûr que depuis la création du festival, il y a eu de bons coups, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont été réalisées. Ça risque de paraître comme une question générale, mais justement, une question concernant qu'est-ce qui a été réalisé vraiment de bon au niveau de ce festival. Je vais vous reposer cette question, on va le faire donc peut-être après la pause, avant de parler aussi de programmation de cette année. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Khosrow Beramendi, notre invité d'aujourd'hui. À plus. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On est sous le parfum de ce festival. Festival Accès Asie, qui se déroulera du 3 au 29 mai 2022. Et ça, on parle d'une nouvelle édition en cette année 2022, malgré tout ce qu'on sait de la pandémie et des mesures sanitaires. Mais cette question, j'en reviens, Khosrow, si vous permettez. Ce qui a été vraiment bien fait, c'est une question qui est d'ordre général. Quelles sont les choses dont vous êtes fiers, que vous avez vraiment merveilleusement bien réalisées au niveau de ce festival? Très bonne question. Je pense que ça peut être aussi multidimensionnel, mais pour moi, ce que je crois que c'est important, c'est la contribution que le Festival Accès Asie a réussi à faire dans les milieux culturels montréalais. Comme vous savez, Montréal, c'est un des plus riches culturellement à travers l'Amérique du Nord. On a un point de référence. Les nombres des festivals qui existent souvent à Montréal, c'est comparable avec tous les autres festivals qui se passent à travers le Canada. Donc, c'est vraiment une ville merveilleuse qui est lieu d'expression artistique, c'est un lieu d'échange. Et nous, le festival, ce que moi je disais toujours à mes collègues, surtout à des jeunes générations qui viennent nous voir, c'est que pour arriver à ce point-là, et je compare moi toujours avec d'autres organismes de diffusion artistique, l'organisme comme nous, comme le Festival Accès Asie ou d'autres organismes de diversité, nous avons une deuxième tâche qui est un peu cachée et les gens ne le voient pas. Et ça, c'est un petit peu, comment dirais, la guerre politique que nous devons amener pour réussir à avancer. Je disais toujours à mes collègues, par exemple, un organisme de diffusion de musique qui est d'ici, ils n'ont pas besoin de convaincre, par exemple, le Conseil des arts du Canada ou le Conseil des arts de Montréal ou de CAC pour qu'ils méritent de recevoir le fonds pour présenter leurs arts. Mais nous, par contre, il faut toujours pousser pour nous présenter comme des organismes professionnels qui ont un engagement professionnel, qui ont travaillé avec les artistes professionnels et que notre mandat aussi, c'est un mandat social. On ne peut pas être seulement un organisme de diffusion. On a toujours d'engagement social. Par exemple, c'est triste d'en parler, mais c'est important aussi que le monde sache. Durant la pandémie, tout de suite après la pandémie, c'était le premières quelques semaines même, il y avait une grande vague de racisme anti-asiatique qui a commencé à travers le monde. Bien sûr, ici à Montréal aussi, il y avait les membres de différentes communautés asiatiques qui étaient agressés dans la rue, dans certains lieux qui étaient dérangés. Donc, c'était vraiment une vague énorme. Et là, nous aussi, comme les représentants des communautés asiatiques, on était obligés de reprendre. Donc, moi, je disais toujours à mes collègues québécois et canadiens, vous n'êtes pas obligés d'aller faire dépenser votre temps, énergie pour aller battre le racisme, mais nous, on est obligés de faire ça en même temps. Donc, exactement, de manière simultanée. Pour travailler, vous travaillez sur le jeu. Nous, on travaille le 8 heures, après, le soir, il faut rester au bureau, travailler extra. Pour n'importe quelle raison, nous devons mettre plus de travail déjà parce qu'on a besoin d'avancer. Donc ça, c'est un élément qui est peut-être pas bien vu, mais ça existe, c'est réalité. Mais en tout cas, je ne me plaindrai pas, mais en disant que
on a une responsabilité sociale aussi. Et pour ça qu'on a beaucoup travaillé, ça c'est pas très important de mentionner qu'il y a maintenant 3 niveaux de gouvernement au Canada, soit fédéral, provincial et municipal. Le mois de mai est considéré un mois du patrimoine asiatique. Donc ça c'est grâce à la Festival asiatique qu'on a travaillé très très fort pour convaincre les 3 gouvernements pour faire annonce. Et donc le mois de mai, normalement, c'est considéré mon patrimoine asiatique, et ça, c'est célébré aux 3 niveaux. Exactement. De gouvernement. Et cela dit, il faut vous adresser des félicitations parce que le festival est finaliste du 36e Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal. Et bien voilà, plusieurs années de travail et de persévérance. Khosrow, il reste quelques minutes, quelques mots sur le fait que vous êtes finaliste justement de ce Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal et nous donner une idée sur la programmation de cette année du festival Accès Asie du 5 au 29 mai. Il reste 2 minutes à peu près, c'est à vous. Excellent. Donc, je crois que c'est la meilleure chose que je vous invite pour aller sur notre site internet, donc www.accèsasie.com. Vous allez voir la programmation entière. Donc, on a 4 semaines des activités, on va avoir une vingtaine d'activités. Donc, commence avec la programmation pour les enfants. On a deux expositions en art visuel, on a des concerts de musique internationale. On a invité un groupe qui vient du Pakistan, de musique kabbaliste magnifique. Oui. On a aussi des projections de films du Japon, de films d'art du Japon. On a art culinaire qui est un élément important qu'on va présenter de repas de Mongolie. On a un programme pour les enfants, on a une soirée festive aussi qui passe à Centre Filles. On a des programmations aussi. Il y en a un programme qui s'appelle Punch qui représente l'histoire d'un artiste montréalais multidisciplinaire qui raconte la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Donc, ce passage historique-là aussi, surtout qu'il avait vécu ça avec sa famille. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, comme je disais, on a une vingtaine d'événements. On vous invite à aller sur notre site Internet, regarder la programmation en détail. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre. Je vous invite déjà à venir nous voir le 5 mai. C'est le soir d'ouverture du festival. C'est au Conseil des Arts de Montréal. Voilà. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, on va présenter la programmation plus en détail cette soirée-là. Excellent. Alors voilà, c'est dit du 5 au 29 mai 2022, mesdames et messieurs, Festival Accès Asie. Allez au site web et regardez justement la programmation en général. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. Voyez-vous, le temps court vite. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Khosrow Berhamendi qui était avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, chez Arts et Lettres. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Arts et Lettres. Portez-vous bien. À la prochaine.